5h, 7h. 5-7, le Morning RMC. Élise Dangean, Mathieu Béliard. 4h55 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. Bonjour Élise Dangean. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Comment ça va Élise ce matin? Oh là, on est synchro. Bon anniversaire. Merci. Un peu en retard. Un tout petit peu en retard, Bon, c'est pas le mais dimanche. je commence très très bien ma 31e année avec vous. Oh, il est bon. Oh, Fabien Le Toulec, notre réalisateur de talent, a toujours un happy birthday qui traîne. Ça va Géraldine de Maury? Bonjour à tous, bon anniversaire. Bonnes merci vacances Géraldine. Bah, très bien, oui. Tout va bien? Oui. Ravi de vous retrouver. Ce matin, on va continuer à vous accueillir au 32-16, à vous informer surtout avec la guerre qui est toujours à la une. Pour une nouvelle semaine, ça ne vous surprendra pas, les derniers développements dans nos journaux, des combats en cours dans le Golfe jusqu'au Liban, à la question de la succession de l'ayatollah par son fils. Vous ne manquerez rien ce matin à l'écoute d'RMC. et on parle toujours aussi ce matin de l'impact de la guerre sur nos économies. Le pétrole flambe au propre comme au figuré, alors que Téhéran brûle un site logistique pétrolier visé par des frappes ce week-end. Le baril bat des records. Et à la pompe, Sébastien Lecornu promet 500 contrôles dans les stations-service pour éviter les hausses abusives des prix à la pompe. Certains diront que les hausses ont déjà eu lieu. Le gazole à 2 €, un peu moins pour l'essence. Vous continuez de nous dire quel tarif vous constatez, où le carburant est le moins cher. Mais on va s'intéresser aussi à d'autres produits pétroliers. Le fuel notamment qui prend 30% en une semaine, c'est colossal. Même si on n'est pas au début de l'hiver, c'est forcément angoissant pour qui se chauffe au fuel. Vous témoignez. On parlera aussi du GNR, Mathieu, le gasoil non routier. Agriculteurs, pêcheurs, entreprises du bâtiment, vous avez mesuré des hausses importantes, vous aussi. Il n'y a pas que le prix à la pompe qui grimpe, et on vous attend ce matin au 32-16 ou sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424. D'autant que le temps est plutôt clément, Géraldine. On a beaucoup d'agriculteurs qui ont repris le travail et bien qui sûr, se rendent c'est la compte période, que leur gazole non routier a explosé. Vous pouvez témoigner ce matin à la une. Aujourd'hui, une semaine spéciale dans le Morning. On est à 6 jours du premier tour des élections municipales dimanche. Et pour l'occasion, la rédaction d'RMC s'intéresse tous les matins de cette semaine à différents enjeux de cette campagne électorale. Aujourd'hui, le thème de la propreté. Un enjeu local près de chez vous, on pense d'abord aux villes. Est-ce que c'est sale chez vous? Mais sur les routes de campagne aussi, avec les décharges sauvages, vous commencez par décrire la situation près de chez vous au 32-16 avant de voter. Attendez-vous des propositions sur le sujet. Le rôle de la municipalité est en débat ce matin, celui des citoyens aussi. Il y a quand même beaucoup d'incivilité. On en parle toute la matinée dans le Morning RMC. Et vous n'hésitez pas à réagir au 32-16. On attend aussi vos témoignages de chefs d'entreprise. On n'a jamais eu autant de chefs d'entreprise qui ont perdu leur emploi qu'en 2025. RMC vous dévoile en fait ce matin les résultats de l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs. Plus de 61 000 patrons se sont retrouvés sans emploi l'an dernier, un chiffre en hausse. Construction, commerce, restauration, dans 8 cas sur 10, c'était des patrons de très petites entreprises, des TPE de moins de 5 salariés. Vous nous appelez ce matin pour nous raconter votre situation. Bien souvent, les patrons qui perdent leur boulot se retrouvent sans rien, mal assurés, mal couverts, isolés. On en parle peu de cette solitude, voire de cette précarité. On vous ouvre l'antenne ce matin. Clément attend vos appels et vos messages aussi sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. On joue au mot caché, ça, on n'y dérogera pas, c'est tous les jours de toute l'année. On va prononcer une fois ou à plusieurs reprises, sans doute à plusieurs reprises, un mot qui sort un peu de l'ordinaire. Si vous pensez l'avoir identifié, vous envoyez mot par SMS au 732-16 et attention, nouveau cadeau cette semaine. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez peut-être gagner votre cave à vin 12 Silence de la Sommelière, une cave à vin de 12 bouteilles ultra silencieuses pour conserver vos meilleures bouteilles à bonne température et les servir dans des conditions idéales. Restez attentifs, on peut le prononcer à tout moment. Le mot caché, ouais, c'est la première fois que vous présentez la Sommelière là. Absolument. Avouez que ça fait envie, ça vous fait peut-être plus envie que le robot laveur de Nettement vitres plus, de la nettement semaine plus, dernière. Mathieu. Bon, on partagera avec Élise. Il est Ah, les deux sont 4h59, les deux sont pas mal. Géraldine de Maury. Géraldine, elle a la station météo. Tu verras, un jour on fera gagner la station météo. C'est Géraldine qui t'en parlera le mieux. Géraldine, justement, le temps aujourd'hui. Alors pour ce matin, c'est assez calme. On a juste quand même des pluies qui se mettent en place vers la Méditerranée, qui peuvent être assez fortes dans le golfe du Lion. Pas mal de nuages dans l'ouest, beaucoup de soleil dans l'est. En revanche, cet après-midi, on va retrouver des averses qui seront parfois orageuses sur toute la moitié ouest. Les pluies qui vont s'intensifier près de la Méditerranée, qui vont remonter jusqu'au sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes. On a le nord-est qui va rester quand même ensoleillé, avec quelques averses possibles, mais uniquement sur le relief. Les températures, c'est toujours la douceur qui domine, toujours bien au-dessus des normales de saison. Ce sera plus le cas en fin de semaine, mais pour l'instant, la douceur est toujours là. 12 degrés à Aurillac cet après-midi, 14 à Brest, 16 à Marseille, il fera 17 à Bordeaux, 18 à Paris, à Lille, 19 pour Lyon, Grenoble, Nancy ou encore Ajaccio.
Il est 5h sur RMC, RMC Story. Bon réveil à tous. Et 5-7, le Morning RMC. Et c'est l'heure du journal avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut. Bonjour Alice, bonjour Mathieu, bonjour à tous. $116, c'est le prix du baril de pétrole ce matin. Plombé par la guerre au Moyen-Orient, la flambée s'accentue à son plus haut niveau depuis 2022. Cela se ressent à la pompe. Alors pour éviter les abus, le gouvernement annonce 500 contrôles à venir dans les stations-service. L'Iran connaît l'identité de son nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, succède à son père et se retrouve déjà sous la menace d'Israël et des États-Unis. Et puis une vie de labeur et de sacrifice qui s'effondre. En 2025, près de 61 500 patrons se sont retrouvés au chômage, contraints de fermer boutique. Information que vous révèle RMC ce matin. Et la guerre qui entre donc dans son 10e jour, avec des attaques de missiles iraniens ce matin tirés sur les pays du Golfe. Réponse aux tirs qui ont ciblé des installations pétrolières ce week-end à Téhéran, provoquant une épaisse fumée noire dans le ciel. Conséquence, le prix du pétrole explose ce matin à son plus haut niveau depuis 2022, $116 le baril. Un tout petit prix à payer, dit Donald Trump. Le sujet sera sur la table d'une réunion du G7 Finance présidée par la France ce midi. Et cette hausse, elle a des répercussions ici en France avec des prix à la pompe en forte hausse. Alors pour vérifier qu'il n'y a pas d'abus, le gouvernement monte au créneau. Thomas Baker et le Premier ministre Sébastien Lecornu annoncent le contrôle de 500 stations-service entre aujourd'hui et mercredi. Oui, c'est bien de la communication, glisse un conseiller du gouvernement qui explique, pas pour enfumer les Français, mais pour dissuader les distributeurs et éviter les pratiques abusives. Dans les faits, le gouvernement peut toujours intensifier les contrôles, il n'a pas les moyens de contrôler les prix. En revanche, cette vaste opération de la DGCCRF va lui permettre de vérifier, de mettre à jour les prix et de les afficher publiquement. Un autre conseiller de l'exécutif résume la stratégie. La meilleure sanction pour les distributeurs, c'est celle des consommateurs. Autrement dit, des Français qui finiront par se détourner des stations les plus chères. La semaine dernière, après une réunion avec les distributeurs, le ministère de l'économie assurait que les comportements abusifs étaient marginaux. Mais avec la hausse soutenue et continue des prix ces derniers jours, une source à Bercy l'assure, la confiance n'exclut pas le contrôle. Cette phrase de Donald Trump que vous citiez, Thibaut Texer, un tout petit prix à payer, ça doit vous agacer à la pompe ces derniers jours. Si vous souhaitez savoir quelle station est la moins chère chez vous, vous retrouvez toujours, bien sûr, la carte interactive en temps réel sur l'application RMC. C'est extrêmement simple d'utilisation et vous continuez à réagir au 32-16. Et sur le front, ce matin, des infrastructures du régime iranien ont été ciblées par Israël. C'est une première depuis la nomination de Mojtaba Khamenei. Il a été élu par l'Assemblée des experts pour succéder à son père, Ali Khamenei, tué dans les frappes israéliennes et américaines le 28 février dernier. Un homme discret, Lou Garnier, figure d'influence en Iran, soutenu par les gardiens de la révolution. La nouvelle tombe en direct à la télévision d'État iranienne. Mojtaba Khamenei a 56 ans, le fils d'Ali Khamenei devient le nouveau guide suprême. C'est un proche des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique. Pour Maneli Mirkan, spécialiste de l'Iran, il représente la continuité du régime des mollahs. C'est très symbolique, c'est pour dire en fait Khamenei n'est pas mort parce qu'on remplace un Khamenei par un autre Khamenei. Il est plus fanatique que son père et il baigne dans la corruption depuis des décennies. Il a emmagasiné une fortune en fait ces dernières années. C'est la continuité de son père, en pire. Avant même qu'il ne soit choisi, Donald Trump avait jugé sa nomination inacceptable et prévenu qu'un nouveau guide suprême ne tiendrait pas longtemps sans son aval. La semaine dernière, Israël annonçait que tout nouveau dirigeant nommé par le régime serait une cible à éliminer. Emmanuel Macron, lui, a parlé au président iranien hier, évoquant la situation notamment des Français, Cécile Collère et Jacques Paris. Le chef de l'État est attendu à Chypre aujourd'hui, touché la semaine dernière par des frappes iraniennes. À retenir également ce matin cette opération commando israélienne dans le sud du Liban, menée à l'aide de plusieurs hélicoptères. L'un d'eux aurait été touché, dit le Hezbollah. Plusieurs fortes explosions ont été entendues du côté de Doha. Et notez que 32 personnes ont également été blessées par des tirs à Bahreïn. 5h04, un chiffre que vous révèle RMC ce matin, 61 459, c'est le nombre de patrons au chômage l'an dernier. Et c'est un record depuis la création du barème de l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs mené par l'association GSC en hausse. Pour la deuxième année consécutive, certains secteurs sont plus touchés que d'autres, comme le bâtiment ou la restauration. Des chefs d'entreprise contraints de mettre la clé sur la porte, sous la porte. Pour RMC, Marion Degas a rencontré l'un d'eux.
Il y a 4 ans, Grégoire décide de reprendre un club de jazz à Paris, mais l'été dernier, tout s'arrête lorsqu'il est contraint de revendre son établissement. Malheureusement, les charges étaient trop importantes, les dettes s'accumulant. C'est un échec personnel, un échec financier, un échec professionnel. Un échec précédé pourtant de nombreux sacrifices pendant 4 ans. On ne s'est jamais versé de salaire. On a payé tous nos employés, on a payé beaucoup de charges. Nos salaires passaient après. On ne peut pas partir en vacances. On courait systématiquement après la trésorerie. Quand on est entrepreneur, on est souvent un peu tout seul. Maintenant que son club a fermé, ce père de famille de 47 ans se retrouve sans rien, pas de chômage et plus le courage de se relancer dans l'entrepreneuriat. Il veut redevenir salarié. Il faut dire que les petites entreprises comme la sienne sont les plus exposées aux faillites, explique Hervé Kermarek, président de l'association GSC. Le contexte économique est de plus en plus compliqué, le contexte géopolitique extérieur, tout ceci crée évidemment un ralentissement de la consommation. Si on consomme moins, on produit moins, et si on produit moins, il y a des entreprises qui se retrouvent en difficulté. Sur 10 entrepreneurs ayant perdu leur emploi, 8 dirigeaient une structure de moins de 5 salariés, rapporte l'Observatoire. Vous allez témoigner, moi ce qui me frappe c'est la solitude aussi de ces petits patrons. On aime bien dire ici qu'il n'y a pas de petits patrons, il y a des petites entreprises. Mais vous êtes patron vous-même d'une TPE, vous craignez justement ce moment où on va devoir mettre la clé sous la porte. Vous l'avez vécu, parce que ça fait aussi partie de la vie d'un entrepreneur. Vous témoignez ce matin au 32-16, n'hésitez pas. Jusqu'à 200 000 personnes dans les rues en France hier, 110 000 selon les autorités. Dimanche 8 mars, journée internationale du droit des femmes, avec dans le cortège parisien Gisèle Pellicot accompagnée de sa fille Caroline Darian. On est lundi et dimanche, on vote. Sélection municipale très agitée à gauche, notamment Jean-Luc Mélenchon. C'est une illusion, lancée hier au Parisien le premier secrétaire du Parti Socialiste. Olivier Faure accuse le leader insoumis de renouer avec les tropes antisémites. Des propos qui ne plaisent pas au principal intéressé, Jean-Luc Mélenchon, qui fustige l'attitude irresponsable et dangereuse des socialistes. Et pourtant, sur le terrain, Thibault, le son de cloche n'est pas tout à fait le même. Entre 40 et 60 alliances ont été passées localement entre socialistes et insoumis dès le premier tour, mais les divisions nationales pourraient bien ressurgir dans les urnes dimanche. C'est le cas du côté de Saint-Michel-sur-Orge, commune de 22 000 habitants dans l'Essonne où s'est rendue Sonia Gaubry pour RMC. Cette alliance crispe certains habitants, reconnaît le socialiste Adrien Derain, numéro 2 sur cette liste d'union de la gauche. Il y a ici ou là des personnes qui nous disent s'il y a LFI non, mais ça m'arrive également à moi, s'il y a des socialistes non. Et donc moi j'ai aucune difficulté à cela. Évidemment on a des divergences parfois de vision à l'échelle nationale, mais on n'est pas là pour ça ici. On est là pour changer notre ville. Pas de politique nationale, répète aussi Jean-Louis Berland, l'un des colistiers. Cet insoumis refuse donc de commenter les propos controversés de Jean-Luc Mélenchon. Il estime que son expérience d'élu local d'opposition parle pour lui. Je suis un homme de dialogue, je pense l'avoir démontré, ça fait 20 ans que je suis élu dans cette ville. Mais cette alliance de toute la gauche, comprenant LFI, est rédhibitoire pour ces habitants de Saint-Michel-sur-Orge qui voteront pour l'autre candidate, Sophie Rigaud, maire sortante d'hiver droite. Je suis un peu réticente là-dessus, sur l'union d'une gauche jusqu'à une gauche trop radicale, voilà. Monsieur Mélenchon a fait vraiment du tort, quoi. Ça m'a choqué, moi. Maintenant, je trouve que la LFI est devenue un parti extrême, antisémite. Je ne veux pas entendre parler de la France insoumise. Je voterai Madame Rigaud, point. Sophie Rigaud, que nous avons sollicité, mais la maire candidate n'a pas souhaité répondre à notre micro. Lyon évite le pire en clôture de la 25e journée de Ligue 1, battue à Marseille dimanche dernier. Élimine la Coupe de France cette semaine. L'OL fait match nul face au Paris FC, un partout grâce à un penalty marqué dans les tout derniers instants de la rencontre par le capitaine et milieu lyonnais, Corentin Tolisso. On sait que la série est pas forcément très bonne, mais il faut rester positif. Aujourd'hui, on a réussi à revenir au score, à batailler jusqu'à la fin. Donc voilà, comme j'ai dit dans les vestiaires, certes c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais c'est là où justement on voit qu'on est une vraie équipe et ça part de tout le club avec le staff. On est tous ensemble, tous concernés. Il faut tous être positifs. Je sais que les supporters le sont, donc c'est bien. En tout cas, nous on l'est. Au moins, on n'a pas perdu ce soir. On a réussi à aller choper ce point. Donc il faut s'appuyer sur ces choses-là qui sont un peu positives. Et l'OL est quatrième, recule quatrième derrière l'OM justement. Lens. Je peux pas m'empêcher de parler de l'OM. Lens reste deuxième à 1 point du PSG grâce à sa victoire 3-0 à Metz hier après-midi. Ouais, puis Paris qui s'est incliné vendredi. Oui, voilà, ça j'ai pas besoin de le rappeler. On suit tout ça. Merci beaucoup Thibaut Texer. Je me suis endormi pendant la deuxième mi-temps. Moi j'ai regardé. La semaine était chargée la semaine dernière. Merci beaucoup Thibaut Texer. C'était le journal. Et on part au 32-16 à 5h09 rejoindre Bruno qui nous donne de ses nouvelles depuis Antananarivo à Madagascar. Bonjour Bruno. Bonjour à tous les deux. Comment ça va ce matin Bruno? Vous êtes toujours bloqué donc? Non, alors ça y est, je suis débloqué, j'ai trouvé une solution. Puisque je devais rentrer par un vol Emirates pour Dubaï et Lyon samedi. Ce vol a été bien évidemment annulé. Et comme je suis professionnel du voyage, j'ai pu passer des heures
à chercher un vol retour qui soit à des prix corrects. Et j'en ai trouvé un pour aujourd'hui. Je vais aller dans un premier temps en début d'après-midi à Addis Abeba. De Addis Abeba, je vais rejoindre Istanbul. Et enfin, demain matin, j'ai un vol Istanbul-Lyon. Voilà, Emirates m'a contacté. En fait, j'ai reçu un message d'Emirates hier après-midi en me disant qu'ils pouvaient me retrouver un vol, mais à une date ultérieure. Donc, j'ai refusé. Et la compagnie va donc me rembourser. Merci de nous avoir tenus informés, Bruno. En fait, on vous suit. Hein. Moi, je le dis, on le dit comme ça. Parfois, c'est pas une plaisanterie. On va essayer aussi de rappeler ceux qu'on a pu avoir la semaine dernière, qui étaient bloqués, qui ont des situations qui sont débloquées entre temps. Bon, Bruno, vous êtes un professionnel. Donc, en passant par Addis Abeba, c'est pas non plus un détour de folie pour vous. Hein, ça va. Non, ça va. Madagascar. C'est un vol que je connais bien. Je le prends assez régulièrement. Jamais par Istanbul, plutôt directement sur Paris ou sur Genève. Mais ce vol, je le connais, donc il n'y a pas de problème. On continue de s'intéresser aux Français qui sont bloqués à l'étranger, qui sont en recherche de solutions. Et j'attire votre attention sur le fait qu'à 7h40, Apolline de Malherbe reçoit Eleanor Carrois, qui est ministre déléguée de la francophonie. On parlera du Liban quand même, petite parenthèse, mais des Français de l'étranger, des partenariats internationaux. On va voir ce qui est fait, ce qui peut être fait pour les Français qui sont encore bloqués aujourd'hui. On va essayer de joindre la Thaïlande aussi dans un instant. Merci Bruno. Merci de votre appel au 32-16. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Parmi les messages ce matin, il y avait Bruno sur le WhatsApp RMC, puis Fred qui dit un joyeux anniversaire à Elise aussi, en passant avec son petit bonjour de la Drôme. Fred, et on va la bon faire rougir ce matin. à Bruno. Oui, un petit peu. Il est 5h12 sur RMC Story. Dans un instant, la solution conso avec vous, Géraldine. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'arrive pas à payer ses factures d'énergie. C'est d'actualité. Et puis nous sommes à 6 jours du premier tour des municipales. Toute la semaine, vous allez retrouver le choix de la rédaction spéciale municipale consacrée aux enjeux concrets du scrutin. Place à la propreté ce matin, Mathieu. Ouais, on va retrouver Anna Jojard, notre correspondante RMC à Marseille. Dans une minute, ça ne concerne pas que Marseille, bien entendu. Est-ce que c'est sale chez vous? Dites-le nous. Et surtout, à qui la faute? La municipalité ou les incivilités? On vous attend au 32-16, il est 5h12. 5-7, le Morning RMC. Jusqu'à 7h. 5-7, le Morning RMC. Élise Dangean, Mathieu Béliard. Il est 5h13 sur RMC Story, J-6 avant le premier tour des élections municipales. RMC, élections municipales. Et pour l'occasion, le choix de la rédaction s'intéresse tous les matins de cette semaine aux différents enjeux de la campagne. Ce matin, on se penche sur le thème de la propreté. Bonjour Anna Jojard. Bonjour. Anna, vous êtes la correspondante d'RMC à Marseille. Marseille où la question de la propreté fait partie des débats de la campagne municipale. Et pour se rendre compte de pourquoi la propreté est un vrai enjeu ici, je me suis baladée dans les rues avec Mireille Piot, présidente d'un comité de quartier. Elle me fait la visite de son quartier en bordure du très touristique Panier. Alors on bénéficie de conteneurs qui sont plutôt modernes, mais alors tout ce qu'il y a autour, c'est terrible. Ça traîne un peu partout, des papiers, des cartons. Le sol est marbré de noir de toutes ces poubelles écrasées et compagnie. Alors c'est là ce que nous faisons 1 à 2 fois par an, de nettoyer toutes les haies parce qu'il y a plein de détritus qui viennent s'amasser, etc. Ça, c'est vous, les habitants, qui vous mobilisez ensemble pour le faire? Oui. Parce que c'est pas fait quotidiennement? Non. Alors tout le monde se renvoie la responsabilité. C'est nous qui n'avons pas le service que nous devons avoir. Alors pour bien comprendre, à Marseille, il y a un partage de compétences entre la ville et la métropole. C'est la métropole qui est en charge de nettoyer les rues, ramasser les ordures ménagères et les encombrants. La mairie s'occupe, elle, de la propreté des parcs, des jardins et du littoral. Mais elle gère aussi la police municipale pour sanctionner, par exemple, les dépôts sauvages. Au-delà du quartier de Mireille, il y a la question des déchets. C'est un problème sur toute la ville. C'est un tel sujet à Marseille qu'un collectif de citoyens, le collectif Basta, a décidé de prendre les devants sur cette question de la propreté. Ils ont rédigé un pacte à destination des candidats. Ils proposent par exemple d'en finir avec les bacs à ordures ouverts dans la rue, des bacs d'où les déchets s'échappent à chaque coup de vent, garantir aussi des solutions de collecte pour les professionnels pour ne plus qu'ils saturent les bacs des particuliers et aussi l'instauration de comités citoyens auprès desquels les élus et responsables devront rendre des comptes tous les trimestres. Et donc, Anna, les principaux candidats à la mairie de Marseille ont signé ce pacte.
Oui, ils se sont engagés sur toutes les mesures proposées, que ce soit dans le camp du maire sortant Benoît Payan ou du côté de ses opposants Martine Vassal, candidate d'hiver droite, ou Franck Alizio, le candidat RN. Ils étaient d'ailleurs conviés par le collectif à expliquer leur motivation et leurs ambitions sur ce sujet de la propreté aux citoyens jeudi dernier. Vous aviez par exemple le candidat sans étiquette Erwan Davout de Marseille pour tous qui propose entre autres d'en finir avec le système actuel géré par la métropole. Donc moi ce que je propose c'est de ramener totalement la compétence propreté à la ville de Marseille pour qu'il y ait un responsable unique au niveau de la mairie centrale. Sébastien Barle, troisième sur la liste du candidat LFI Sébastien Delogu, propose lui de s'attaquer aussi à la source de la production des déchets. Très clairement l'ambition c'est de réduire à la source l'ensemble de nos déchets, donc de développer les démarches de valorisation des déchets, de développer la question de l'incitation auprès des commerces et auprès de la logistique urbaine, on va dire, sur la réduction en fait des emballages, la lutte contre le suremballage. Certes, c'est plus lié à la loi à l'échelle nationale, mais il faut qu'on arrive là-dessus. Alors, au-delà de Marseille, Anna, ce thème de la propreté, on le retrouve dans presque toutes les villes pour ces élections. Si ce thème est autant présent dans les campagnes des candidats, c'est parce qu'il est très concret. Tout le monde fait l'expérience de la propreté lorsqu'il sort de chez lui. C'est ce qu'explique Maxence Mautré, doctorant en sociologie de l'environnement. Le thème de la propreté constitue surtout une forme de thermomètre politique assez visible en fait qui permet de lier les candidates au municipal et donc les électeurs, électrices, puisque en fait on fait l'expérience des déchets, de la propreté au quotidien, on les voit, on vit avec, on passe à côté. Et selon une récente étude de Toluna Harris Interactive, les Français se disent à 72% satisfaits de la gestion de la propreté dans leur commune, mais ce chiffre décroît à mesure que la population de la commune augmente. Merci Anna Jaugeard, correspondante d'RMC à Marseille. Toute la semaine, un choix de la rédaction spéciale élection municipale. Le premier tour, c'est dimanche. Et vous réagissez au 32-16. Évidemment, la propreté à Marseille, c'est un enjeu. Vous nous appelez de Marseille, vous n'hésitez pas. Mais dans toutes les villes, on en parle. Et puis, il n'y a pas que les villes, il y a la ruralité aussi. C'est des charges sauvages que l'on peut observer. Est-ce que c'est un enjeu pour vous? On est à 6 jours du scrutin et sur RMC, on a choisi de parler des municipales tous les jours avec une thématique précise. Et comme ça, on explorera tout ce qui vous concerne directement avant ce scrutin qui se tient dans 6 jours. Il est 5h18 et on part à Phuket, en Thaïlande, ce matin, rejoindre Eric. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Bonjour Eric, vous êtes un Français bloqué en Thaïlande avec votre femme et vos enfants. Comment ça va ce matin? Dans quelle situation vous êtes? La même que depuis qu'on sait qu'on est bloqué là, c'est-à-dire depuis 4 jours, 4 matinées passées à l'aéroport avec le service client d'Etihad. Personne ne nous répond. Le service client par téléphone est injoignable, le chat est injoignable. On est sans solution pour l'instant. Vous deviez voler avec Etihad. Vous cherchez une solution. J'imagine que vous volerez avec n'importe qui si ça peut vous ramener à la maison. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à la compagnie aérienne? On est là tous les matins, on est 70 Français à leur bureau en demandant à être rapatriés sur des vols d'autres compagnies. Ils ont des alliances par exemple style SkyTeam avec d'autres compagnies aériennes. Ils pourraient nous rebooker sur d'autres compagnies en parallèle, ce que fait Emirates et Qatar par exemple. Sauf que Etihad ne joue pas le jeu. Au lieu de ça, les prix de billets explosent. Donc on est coincé. On est coincé ici, sans solution. Le numéro du service client, par exemple, ne répond jamais. Hier, j'ai passé 6 heures sur leur chat sans réponse. Et est-ce que vous avez regardé, Eric, pour rentrer par vos propres moyens, éventuellement avec une autre compagnie? Bien sûr, combien ça vous coûterait? On est autour de 2500 € par billet et avec un retour entre le 18 et la fin du mois. C'est long. C'est très très long. Ça fait beaucoup. Et là, ça fait très long. Donc, parce que attendez, il y a les frais inquiétants que vous auriez à débourser si vous y alliez par vos propres moyens. Mais en attendant, j'imagine que rester à Phuket en famille, c'était pas dans le budget à l'origine. Tout à fait. Donc depuis qu'on sait que les événements ont démarré, depuis lundi, on a passé la nuit de lundi à essayer de trouver un hôtel, à essayer de trouver un vol retour dans nos budgets. Tous les jours, on essaye de faire ça, sauf que c'est ingérable, quoi. Il n'y a pas de solution. Donc, on attend d'Etihad qu'il nous amène une assistance concrète. Et pour l'instant, on a 0 assistance. Chaque fois qu'on y va le matin, ils nous prennent notre mail et notre ancien numéro de réservation sur un papier, et c'est tout. Ils se contentent de ça. On est à l'abandon complet. Là, si je comprends bien, on vous propose des solutions au mieux pour la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Et pour quel budget total, vous disiez, Eric?
Ah ben 2500 € à peu près par vol, ouais, en passant soit par Séoul, soit par Shanghai. Ouais. Ce qui fait évidemment des choses que vous n'aviez pas budgétées. Bien sûr, alors que là, il y a un vol qui part de Phuket pour Abu Dhabi tous les jours. Et nous, on demande à ce qu'on nous modifie notre vol, c'est-à-dire qu'on passe quand même par Abu Dhabi et il y a des vols Abu Dhabi Charles de Gaulle. Sauf que ils n'arrivent pas à modifier nos vols et je comprends pas pourquoi. Bon, voilà. On tourne en rond en fait. Ils nous disent d'appeler le service client. Le service client ne répond pas. Tous les matins, on va les voir pour voir si ça a avancé. Voilà. Et le pire du pire, c'est que notre numéro de réservation sur leur application, donc de réservation retour, est bloqué. Donc on n'a plus de moyen de se rebooker ailleurs. Bien sûr, le vol est censé être passé. J'imagine très bien cette galère administrative qui vient s'ajouter à la galère tout court. Les enfants, ça va, Eric? Tout à fait. Ben, ma fille a l'oral blanc de français qui va arriver fin du mois. Comme tous les Français qui sont bloqués ici. Oui, vous êtes prof, vous deviez rentrer ce matin. Hein. Oui. C'était la rentrée aujourd'hui. Tout à fait. Donc, ouais, j'ai mon chef d'établissement qui est plutôt bienveillant. Je lui donne des nouvelles dès que je peux. Mais bon, faut pas que ça dure, quoi. Je peux pas. J'avais mon conseil de classe dont je suis prof principal mardi soir. Je peux pas. J'ai dû déléguer à un collègue. J'ai tant bien que mal avec ma tablette rempli mes bulletins. Je fais ce que je peux, mais je suis contre ma volonté coincé ici. Et on va vous souhaiter bon surtout courage. Sans assistance. On va vous souhaiter bon courage, Eric. Oui. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On va prendre de vos nouvelles et on espère que vous pourrez très bientôt embarquer en France. Notez que Éléonore Carrois, la ministre déléguée chargée de la francophonie et des Français à l'étranger, sera l'invitée d'Apolline à 7h40. Oui, parce qu'il dit sans assistance en plus. Voilà. Ils sont bien, il donnera sûrement des petites perspectives. 5h22 sur RMC. RMC, la solution conso.